Bonjour à vous tous, merci d'être parmi nous. C'est jeudi, c'est reparti. Avec vous, une analyse de l'actualité de la semaine avec nos journalistes autour de cette table. Chacun va y mettre son avis et peut-être vous orienter, vous, pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui s'est tramé pendant toute cette semaine. Alors, nous avons ce matin avec nous Hassan Ouali du journal Watan. Bonjour. Il y a aussi Saïd Jafar, qui est directeur éditorial de l'Huffington Post. Il y a aussi avec nous qui nous a rejoint pour la première fois Mohamed Iwanouren de KBC, la télévision Al Khabar. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous ce matin. Et puis, il y a Al-Qadi Hassan, l'éditeur de Maghreb Émergent. Bonjour. Voilà, bonjour à vous tous, messieurs. Toujours pas de femmes autour de cette table. Je lance une invitation ouverte à toutes les femmes qui seraient concernées, pas parce que le menu aujourd'hui c'est la violence à l'égard des femmes, mais à toutes les journalistes femmes qui se sentent impliquées aussi et qui ont envie de revenir un peu comme nous tous les jeudis sur l'actualité à venir nous rejoindre. Voilà, ça fera peut-être l'équilibre. Appel à candidature. C'est ça? On va faire le tour. Non, je ne parle pas. Il est remplaçable d'habitude. Voilà. Bien évidemment, ça se ressent. On va faire le tour de table, comme chaque semaine. Rapidement, une information, une image, une déclaration qui vous a marqué. Hassan, je vais commencer par toi. Moi, je retiens la tentative d'insurrection de Rouiba, des travailleurs de Rouiba pendant la semaine. Insurrection, carrément. Moi, je retiens la plongée dans les abysses avec Saadani. Voilà, c'est une honte. Moi, je suis un petit peu marqué beaucoup plus par une information que j'ai trouvée par hasard dans les différents projets de loi dans les différentes lois de finances, les lois de finances précédentes. Je suis sur un dossier sur la politique de logement en Algérie et je tombe par hasard sur le budget alloué pour le lycée sportif, par exemple. En 2011 et 2012, c'était autour de 24 000 dinars. En 2015, c'est 254 000 dinars. C'est-à-dire, c'est multiplié par 10. On nous parle d'austérité. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais. Oui, effectivement. Oui, peut-être des chiffres. Le fait de la semaine, c'est le premier budget d'austérité. Depuis 10 ans, le prix du carburant n'a pas bougé. Il va bouger au 1er janvier. Je pense que c'est le fait saillant de la semaine. Bon, alors on va en parler. On va parler de beaucoup de choses pendant cette première partie. J'aurais voulu parler de politique, économie, peut-être de sécurité aussi, mais c'est tellement compliqué et ça se ressent encore une fois aujourd'hui. Alors, je vais essayer de résumer ça en quelques mots pour vous dire un petit peu comment les choses vont évoluer pendant cette heure. Alors, il y a eu la condamnation du général, personne n'en a parlé autour de cette table, mais quand même ça s'est passé hier soir, du général Mejdoub. 3 ans par le tribunal militaire de Constantine. C'était hier soir. On peut rappeler qui il était. Alors, le responsable de la garde républicaine, c'est pas rien, est condamné hier à 3 ans pour des faits liés à ce qui s'est passé à Zeralda. Des faits qui n'ont jamais été confirmés, cela dit. Donc là encore, on est dans un gros point d'interrogation. Des coups de feu. Et ensuite, d'ailleurs, Akram Khrieff de Secret des Fers avait carrément dit que ce qu'il s'agissait, il en avait parlé au conditionnel, mais enfin, d'un attentat déjoué contre la résidence de Zeralda. 3 ans. Cette information n'a jamais été confirmée. Il y a eu le général Hassan la semaine dernière, c'était jeudi, condamnation à 5 ans. Entre-temps, le général Medine, lui, continue à essuyer des coups de Saïdani. Le général Hassan qui joue encore au football. Permettez-moi de reprendre vos propos. Qui joue toujours. Le général Medine qui joue toujours au football et qui essuie donc des coups de Saïdani. À travers Louisa Hanoun, qui, selon le secrétaire général du FLN, donc, est son parrain, voilà, selon le secrétaire général du FLN. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, dites-moi un petit peu, si de tout ça il ressort une question sérieuse, ce serait laquelle? Moi, je vous tends le micro. Si de tout cela il sort quelque chose de sérieux, ce serait laquelle? Ce secrétaire général du FLN qui aurait quand même terrorisé les députés pour voter la loi de finances 2016, on en parle tout à l'heure. Une question sérieuse. C'est vrai que ce qui retient l'attention ce matin, c'est effectivement le procès, j'allais dire, expéditif
de l'ancien patron de la garde présidentielle, hein, de celui qui était l'ange gardien de chef de l'État pendant 10 ans et qui était apparemment cette fois-ci, contrairement au procès de tribunal militaire de rang, Constantine n'a pas donné la possibilité au débat, à la polémique. Ils l'ont plié en deux trois mouvements. L'info tombe tard dans la soirée. Condamnation à 3 ans de ce général. Il a introduit un pourvoi en cassation selon la. Mais il est en prison. Hein. Il est en prison selon il est en prison. Il est écroué après la. Bon, pour ces faits dits de Zeralda, on n'en sait pas plus. Alors qu'est-ce qu'on peut bien relever de cette condamnation finalement, comme disait Hassan, rapide, on n'a pas eu le temps de voir venir. Encore une. Même pour le général Hassan, c'était rapide. Hein. Tout ça s'est fait en une seule journée. On en a peut-être parlé plus. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est de voir que dans cette affaire-là, des gens comme le général Khaled Nzar ont réagi, ils ont commenté une décision de justice qui en théorie n'est pas discutable. Hein. Oui. Il y a des problèmes de cassation. Il n'y a pas eu de réaction judiciaire à l'encontre de Khaled Nzar. Louisa Hannoun a fait le même commentaire, mais elle a le privilège de l'immunité parlementaire. Oui. Ce n'est pas le cas pour Khaled Nzar, mais ce qui était intéressant, c'est-à-dire on sent qu'on est au-delà de la justice, que ce soit le procès ou l'après-procès, on est en plein bras de fer politique au sein du régime, de l'armée. C'est un bras de fer lourd. Khaled Nzar, au-delà de son jugement, a transmis clairement un message du général Toufiq en disant il défend le général Hassan, il dit que j'ai avisé le président de la République et qu'il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Et donc, l'épisode judiciaire me paraît une étape seulement dans un bras de fer politique plus large. Et on peut se demander si d'autres ne vont pas suivre. Oui, et voilà. C'est la question, Mohamed. Non, pardon, je vais vous préciser. Tout à l'heure, je disais c'est 24 000, c'est passé de 24 000 dinars, donc c'était 24 millions de dinars, c'est passé à 254 millions de dinars. D'accord. Bon, pour ce qui est des procès contre le général Hassan... Il n'était pas assez fort ce matin. Alors, pour ce qui est donc des procès, que ce soit contre le général Hassan ou le général Majdoub, etc. Bon, on n'est pas, pour enchaîner avec M. Saïd, on n'est pas au premier bras de fer. En réalité, au sein de l'armée nationale populaire, même si c'est l'institution la plus homogène dans le pays, mais il y a eu déjà des bras de fer auparavant. On rappelle l'épisode de 88. Il y a eu combien de colonels qui ont quitté. Il y a eu le procès Belossif. On connaît l'histoire de Qasdi Merbah. Comment ça s'est terminé. Donc, on n'est pas au premier bras de fer au sein de l'institution. Maintenant, c'est devenu... C'est la première fois qu'on relève finalement que c'est une suite logique. Hein, oui, c'est une suite logique du système algérien. Maintenant, cette fois-ci, l'évolution, c'est que ça sort au débat public. Et s'il n'y avait pas peut-être cette instrumentalisation de la justice, on aurait assisté peut-être à un débat plus serein sur le rôle de l'armée, sur le code militaire. On a vu Khaled Nzar, malgré les propos qu'il a tenus, le jugement qu'il a porté par rapport à la condamnation du général Hassan, mais il a exposé quand même un débat sérieux autour du code militaire. Oui. D'accord. À quel tour hein? C'est la question aussi qu'on se pose quand on voit en général Oui. Moi, à observer les sorties médiatiques, politico-médiatiques de Saadani, qui apparaît aujourd'hui comme un peu le procureur en dehors du tribunal. Il, comme tu l'as si bien dit, il continue à attaquer le général Toufiq, à dire que le général Toufiq, c'est lui qui est à la manœuvre dans tout ce qui se passe, qui manipule toutes les critiques
qui vise le chef de l'État, qui vise l'entourage présidentiel. Et je suppose que dans une semaine, il va dire que le général Toufiq est en train de déstabiliser le pays, est une menace pour la cohésion nationale. Pour toi, le prochain, c'est Mediane. Est-ce qu'on n'est pas justement dans la recherche de comment impliquer l'ancien patron de département de renseignement et de sécurité. La question de savoir qui est le prochain renvoie, à mon avis, à une question un peu en amont. Qui est l'acteur de cette cabale? Est-ce que c'est le pôle présidentiel au sens complet qu'on entend par le pôle présidentiel, c'est-à-dire intégrant la branche, entre guillemets, civile et la branche armée, Gaïd Salah pour la branche armée, ou est-ce que c'est une aile qui a pris le dessus et qui est devenue plus active? Oui, bon, ça, c'est une question qui m'a été posée par la correspondante du New York Times hier à Alger, parce qu'on vient nous consulter pour savoir comment se tient, comment se comporte l'Algérie. Ça m'a amené à réfléchir. Attends, ne me dis pas que je t'ai jamais posé la question ici au CVP. Je crois que j'ai jamais eu de réponse. Sur les dernières semaines. Bon. Sur les derniers faits. Ce style d'envoyer la nouvelle de la condamnation de Mjdoub était tombée au moment où je discutais avec elle. Donc hier soir. Voilà. Donc il y a une nouvelle manière d'agir qui correspond pas à l'ancienne manière. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un conflit avec Abd Sharif qui était persuadé qu'il n'y avait pas de conflit entre le DRS et j'en profite, il est absent, c'est bien fait pour lui. Et il disait c'est un jeu de rôle, 4e mandat, tout le monde est d'accord, etc. Nous, on disait qu'il y a un conflit, ils sont pas d'accord, que le DRS est en perte de vitesse, ça s'est confirmé tout au long, etc. Ça, c'est réglé. D'ailleurs, les Algériens aussi comprennent mieux la situation politique. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y avait un conflit politique entre le DRS et l'état-major qui était le bras armé du pôle présidentiel et qui aujourd'hui est en train d'arriver à ces dernières conséquences avec la chute du général Toufiq, de ses protégés, général Mjdoub, général Hassan, etc. Donc, mais pourquoi on a changé de style? Pourquoi on est passé d'un style qui était policé à un style qui est devenu brutal? Avec des condamnations. Voilà. Alors, ça fait la connexion avec les 19 et avec l'état de santé de Bouteflika. Voilà. Les proches de Bouteflika disent ça. Ces conflits ont toujours existé. Ils se sont exacerbés avec le 4e mandat. Mais depuis que Bouteflika a perdu la main, depuis qu'il ne décide pas, on se retrouve avec des décisions qui ne lui ressemblent pas du tout. Voilà. C'est ce que dit Ben Hadid était le premier à le dire. Ben Hadid était le premier à le dire, général Ben Hadid, en disant la démission, l'éviction du général Toufiq, c'est pas le style de Bouteflika, c'est son frère. Lui, il a ciblé son frère. La question qui se pose aujourd'hui, c'est dans l'armée, embastiller des généraux de cette façon-là. Est-ce que c'est pas le style de Gaïd Salah? Est-ce que c'est pas Gaïd Salah qui profite de la faiblesse de Bouteflika pour régler ses comptes à lui? C'est-à-dire que c'est régler ses comptes dans son précaré. Parce qu'il y en a qui disent que, y compris Saïd Bouteflika, c'est pas tout à fait sa manière d'agir. Ce serait pas comme ça. C'est en tout cas ce que suggère Khaled Letsar qui demande au premier magistrat d'intervenir pour arrêter ça. Donc il suggère que c'est Gaïd Salah. Khaled Letsar, quand il parle, il s'adresse directement au chef d'état-major. Rappelez-vous le premier communiqué quand il y a eu le réaménagement, réorganisation, il disait que c'est flou, c'est pas clair. Le communiqué de la présidence n'a pas clarifié les missions des uns et des autres. Le nouveau DRS, il est sous l'autorité de qui, sous la responsabilité de qui? Il y a une confusion qui est entretenue à ce niveau. Gaïd Salah apparaît aujourd'hui, la mort de Toufiq, c'était l'acte de naissance de Gaïd Salah. Il apparaît comme le chef incontesté, incontestable de l'armée. Et là, il montre sa puissance, toute sa puissance, en voyant ces généraux. Peut-être tout simplement en sommant les autres de rentrer dans le rang. Et là, ce sont aussi des procès à valeur d'exemplarité à l'intérieur de la maison. En tout cas, 3 ans. C'est pour ça que ça prend cette allure. Je pense que Gaïd Salah, il est en train d'asseoir sa légitimité au sein de l'armée. 3 ans pour des faits qui ne sont pas confirmés, encore une fois, pour ce qui s'est passé à Zeralda, parce qu'on n'en sait absolument pas. Mais si c'était le cas, 3 ans, ça semble très peu. C'est vrai que on s'interroge après sur l'origine. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Il y a un autre général qui a été éliminé dans la folie, c'est le patron de la sécurité intérieure, Ali Ben Daoud.
est-ce qu'il serait touché aussi par un éventuel procès? Oui, par un éventuel procès. Dans tout ça, on s'attend quand même peut-être à une réaction, enfin peut-être ou une sortie médiatique du général Médienne, parce que on parle à sa place, le général Nza parle à sa place, Louisa Hennoun parle à sa place. On s'interroge sur il est surtout pourquoi. ciblé. Il est surtout ciblé par Saïd Hani. Et il est aussi ciblé par Saïd Hani. Mais alors, pourquoi est-ce que le général Médienne, est-ce qu'il serait amené à parler pourquoi il ne le fait pas? Il y a un bon film à voir, c'est un film de Robert Redford, Le Dernier Château, qui est un général de l'armée américaine qui était en prison, qui avait assumé en tant que chef qui n'avait pas abandonné ses troupes, qui n'avait pas abandonné ses soldats. En assumant sa responsabilité de chef militaire, il est allé en prison. Il a été mis en prison par le général qu'il avait lui-même décoré. Oui. Bon, moi je ne sais pas si je peux commenter. Vous me permettez, je vais jouer un petit peu le rôle d'Abd Sharif aujourd'hui. D'accord. Je vais jouer un peu le rôle d'Abd Sharif. Moi, je trouve une suite logique dans les positions de chacun, des uns et des autres. Louisa Hennoun, par exemple, elle est toujours dans sa même logique. Elle s'est toujours attaquée aux hommes du président. Elle s'attaquait auparavant à Chakib Khalil Temmar. Aujourd'hui, elle s'attaque à Ammar Saïd Hani, elle s'attaque à Haddad, elle s'attaque à Bouchouareb, etc. Elle s'attaque toujours au cercle présidentiel. Ammar Saïd Hani, il s'attaquait à tout faire quand tout faire était encore sujet tabou. Maintenant, tout faire, ce n'est plus un sujet tabou. Je pense que Ammar Saïd Hani est en perte de vitesse. Il est en position quand même. Il n'arrive pas à réunir grand monde autour de son initiative. Il continue à tirer sur tout faire. Je pense qu'il n'a pas trouvé autre chose à dire. Donc chacun est toujours dans son camp. Il y a pas la nouveauté peut-être c'est au niveau du gouvernement ou du système d'une manière générale. Maintenant tous les conflits, toutes les luttes qui étaient auparavant un petit peu dissimulées, maintenant on les voit sur la place publique. C'est Khaled Nazar qui parle en personne de crise. C'est pas Louisa Hennoun. Quand c'est Louisa Hennoun ou c'est les partis d'opposition qui parlent de lutte, ça reste quand même dans le cadre de la spéculation, etc. Mais maintenant, quand c'est Khaled Nazar directement qui parle, il te dit, moi je parle en tant qu'ex-ministre de la Défense et ex-chef d'état-major, c'est clair, il s'adresse directement à l'actuel vice-ministre de la Défense et chef d'état-major. Il demande à Bouteflika de mettre fin à cette situation. Ouais. Est-ce que vous pensez que là encore on va rester longtemps dans une guéguerre qui se limite, j'allais dire, aux mots, ou est-ce que ça peut aller au-delà, peut-être avec d'autres? On est dans un aboutissement d'une situation qui a toujours été de crise, hein, c'est-à-dire depuis 92, depuis l'arrêt du processus électoral, on avait un pouvoir soudé contre les islamistes, mais de chemin faisant, c'est un système qui n'a pas apporté une réponse qui dépasserait ce moment-là, et ça se dégrade à l'intérieur. Aujourd'hui, avec l'état de santé de Bouteflika, avec ce 4e mandat, la question qui se pose, c'est encore une fois, qui va décider du futur, qui va décider, et c'est ça qui est, à mon avis, la source de l'exacerbation de la crise. La sortie des 19, moi je comprends parfaitement pourquoi ça panique les gens qui sont à l'intérieur du pouvoir, parce que ça sort de la maison. C'est c'est un témoignage de l'intérieur où de l'intérieur on dit que les choses ne vont pas bien du tout, et c'est cette reprise en main musclée est destinée à fermer les vannes à toute contestation interne. Qu'est-ce qui peut provoquer, en d'autres termes, une rupture ou un passage à autre chose, si ce n'est cette situation qui stagne, Moi, malgré les déclarations, malgré qu'on avance au fur et à mesure. On est déjà dans une rupture. Éliminer un pont
important du pouvoir qui était jusque-là le noyau dur est une rupture en soi. Je pense qu'on est aussi un peu dans la continuité de la crise du quatrième mandat qui finalement n'a pas pu régler les conflits en interne, n'était pas une réponse. C'est pour ça qu'on disait à ce moment-là que le quatrième mandat est synonyme d'une crise profonde à l'intérieur du régime, que les différents groupes, les différentes forces à l'intérieur n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un choix, non seulement sur un choix de l'homme. Il n'y avait pas un candidat naturel qui émergeait. Et c'est le cœur des années 2000. Le cœur des années 2000, il y a eu deux poussées, deux rentes qui ont permis au système de passer cette crise-là. La première, elle est économique, c'est la rente énergétique qui a explosé. La deuxième, elle est politique, c'est la rente Bouteflika. Bouteflika est devenu populaire parce que les Algériens considéraient que c'est lui qui a ramené la paix, à tort ou à raison, et lui ont prêté crédit. Et il est devenu rassurant, etc. Et il était populaire. Et le système s'est mis à tirer sur ces deux rentes. Il se trouve que ces deux rentes sont rentrées en phase de déplétion en même temps. On ne peut plus tirer sur la rente énergétique et on ne peut plus tirer sur la popularité de Bouteflika qui est en train de s'éclipser à la vitesse à laquelle lui-même est absent. Et est absent et aussi à la vitesse à laquelle les difficultés sont en train de revenir. Et donc, dans cette queue de comète, le système n'a pas trouvé de solution de rechange. Il aurait pu en trouver une à la faveur du quatrième mandat. Il n'a pas suffisamment réfléchi. Il n'a pas eu le courage de faire une rupture à ce moment-là. Ce serait été le meilleur moment. En 2013, au moment où les arbitrages se sont faits, on n'était pas encore, on parlait pas encore d'austérité et tout. Il était possible de trouver un plan B à Bouteflika. Ça s'est pas fait. Et donc, l'exacerbation de la crise dans laquelle nous sommes, elle était inscrite dans le choix du quatrième mandat. Oui. N'oublions pas aussi, il faut jamais oublier que l'ANP quand même est en lutte contre le terrorisme depuis plus de 20 ans. Et ça pèse sur ça laisse sur le reste, sur l'institution elle-même. Sur le terrorisme, je suis pas d'accord. Il y a un consensus à l'intérieur du système sur ça. Ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est que sur la politique peut-être, oui, mais 20 ans de lutte contre le terrorisme, ça pèse énormément. Et pas chez les chefs, ce qu'on appellerait les militaires politiques, c'est pas un vrai problème. C'est-à-dire, là, il y a un consensus. Est-ce qu'on a encore des militaires politiques aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des militaires politiques aujourd'hui? C'est une bonne question, en réalité. Voilà. C'est là où on rejoindrait Chaerlef qui dirait Gaïd Salah, Toufir, c'est du passé, mais on ne sait pas qui sont les nouveaux. Voilà. Et on est toujours dans Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a déjà? Dans cette phase, on n'arrive pas à les déterminer. Voilà. Certainement, il tire la légitimité de la lutte antiterroriste. Voilà la mais chaque légitimité en chasse une autre. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle équipe qui a émergé à l'ombre du règne de Bouteflika ne veut pas en finir avec cette légitimité de lutte contre le terrorisme et chercher une nouvelle légitimité? Elle a été touché de manière fondamentale à Tigane Touré et même le régime, j'imagine que a intérêt à comprendre qu'il peut pas adosser une légitimité sur une gestion sécuritaire. Tigane Touré, s'il y a un deuxième Tigane Touré, qu'est-ce qui aurait lieu? Donc c'est un régime qui n'arrive pas à penser l'avenir, mais dont les ressorts se sont épuisés. Les ressorts de la rente, on en arrive à bout. La légitimité sécuritaire, elle est aléatoire. Ce qui arrive partout dans le monde, on gère la sécurité comme on peut. Je voudrais pas laisser passer l'intervention de Mohamed qui a fait du Abed Chalef sans quand même jouer mon rôle de critique de Abed Chalef, sinon la séquence ne serait pas complète. C'est vrai que je te demande d'y aller mollo. C'est vrai qu'on peut, c'est bien vu, on peut considérer que le jeu de rôle se poursuit. Il a très bien noté que ceux qui avaient un rôle précis dans une ancienne configuration continuent de jouer ce rôle, critiquer les mêmes acteurs, etc. Avant, on savait pourquoi. Avant, on savait que c'était pour maintenir le système autour de Bouteflika. Il y avait une cohérence et on peut être d'accord. Aujourd'hui, on est dans l'entropie dont parle souvent Saïd Jafar, c'est-à-dire que ça se fait de manière plus violente autour d'un but qui n'est plus le même but, qui n'est plus commun. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun
chacun joue pour un agenda dont on ne connaît pas d'ailleurs les tenants. Et donc, voilà. Il n'y en a peut-être tout simplement pas. Il n'y en a peut-être tout simplement pas. C'est intéressant d'analyser quelles sont aujourd'hui la nature des rapports qu'il y a entre l'état-major, le chef d'état-major qui incarne un pôle puissant du pouvoir et l'autre centre du pouvoir qui est la présidence de la République, du moins le clan, l'entourage qui est incarné par le frère, qui est incarné par les hommes d'affaires, par c'est la vraie question. Ce que Louise Ahnoun qualifie comme étant les représentants de l'oligarchie au sein des institutions, dans le gouvernement. Est-ce que justement cette obstination du chef de l'armée à mettre en prison, à s'attaquer aux puissants d'il y a quelques mois n'est pas une façon de montrer toute sa force, de dire je suis l'héritier naturel de... on peut le comprendre comme ça. Est-ce qu'il se projette pas? Est-ce que Gaïd Salah ne se projette pas? Toute cette démonstration de force, est-ce que c'est pas pour... Je ne serais pas allé jusqu'à me poser cette question. Non, mais on s'interroge. Moi, je pense... Moi, je suis tenté de dire... En général, quand on est fort, on n'a pas besoin de le montrer de manière aussi ostensible. Du coup, ça permet aussi, pour ajouter, tu dis les deux pôles, le revers des déclarations de Saadani, c'est de se demander si le DRS est mort, aussi mort qu'on le dit. Et est-ce qu'il n'est pas toujours en train de susciter une inquiétude chez l'état-major et la présidence, ce qui expliquerait l'arme avec laquelle Saadani est contraint à mon avis, ils ont besoin encore de Bourourou. Et ça légitime encore ce qu'on appelait un peu c'est-à-dire le problème qui se pose à ces gens-là, c'est que, c'est pas nous qui allons défendre le DRS. On a toujours on a estimé que son rôle sur le plan politique. Mais ceux qui critiquent le DRS, la présidence, qu'est-ce qu'il offre? Est-ce qu'ils sont dans une perspective de changement démocratique? Ils sont dans une stratégie de conquête, de reconquête. Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a... Mais ça veut dire que, objectivement, s'ils n'en changent pas de régime, il y aura toujours besoin d'un DRS. Appelons-le comme ils voudront. Ils auront besoin d'un DRS pour gérer le champ politique, pour manipuler la presse, etc., etc. On parle de qui? Non, en général, pas la peine de... Mais tu auras compris que c'est pas de la démocratie qu'il s'agit, c'est clair, c'est pas un enjeu pour les... C'est-à-dire que c'est pour ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça le défaut de la cuirasse. C'est-à-dire, on veut bien nous présenter que nous passons vers un État civil. On est en train d'éliminer le DRS qui serait partout dans la presse, dans l'administration. Mais pourquoi faire? Moi, j'ai l'impression, je sens que le régime est toujours dans sa logique. Il a toujours l'habitude de nous faire croire qu'il y a lutte, etc. à chaque échéance électorale. Ensuite, il arrive toujours à nous faire sortir un candidat unique, incontestable et impossible de... Je suis pas d'accord. Je reste convaincu que le pouvoir finira par nous trouver un candidat pour la succession de Bouteflika. Et ce jour-là, nous allons tous découvrir que nous étions induits en erreur. On était dans de faux débats au lieu de préparer une alternative. Parce qu'aujourd'hui, le problème concret, le problème sérieux, c'est l'absence d'alternative. Même si le pouvoir n'a pas d'alternative, il n'arrive pas à trouver peut-être une autre légitimité, une légitimité autre que la légitimité révolutionnaire. La légitimité sécuritaire, comme le dit, ça ne tient pas à long terme. Il faut une autre légitimité. Même si le pouvoir donc souffre de cette légitimité, mais il n'y a pas d'alternative politique. Il n'y a pas d'alternative de la part de l'opposition. Moi, je dirais, dans la bataille, effectivement, la question c'est celle-là, est-ce que le système peut ou ne peut pas reproduire une solution qui emporte l'adhésion entre guillemets d'une partie des Algériens. Le général Ben Hadid était le premier à apporter une réponse. Il dit la solution qui tient la corde, c'est Saïd Bouteflika. Ça lui a coûté cher. Mais il dit c'est ça. La solution pour le moment, c'est celle-là. Il a dit aussi que l'autre solution, ce serait Gaïd Salah lui-même. Et il a dit Gaïd Salah ne pourra pas. Et je crois que c'est encore plus cela qui lui a coûté le sort qu'il a subi. Donc, on est dans une compétition de solutions qui ne sont pas... on est dans une compétition de solutions. Qui ne sont pas sérieuses. Qui ne sont pas admissibles pour une partie des citoyens. On est dans une compétition, et dans cette compétition, on peut noter que le pôle militaire est actif, dans son style,
le style de Gaël Salah. Et le pôle présidentiel est en difficulté. Parce qu'il est politiquement attaqué, le pôle présidentiel est politiquement attaqué à travers ces hommes, ce que tu appelais les hommes, Louis Ahnou quand elle cible Haddad qui finalement se retrouve dans une position défensive, Bouchouer Kadalik et Saïd Bouteflika qui est le grand perdant de l'initiative des 19. Jamais son nom n'a été cité, mais c'est vraiment le grand perdant parce que quand on dit que Bouteflika, on sait pas s'il sait ce qui se passe. On dit du même coup que son frère lui cache ce qui se passe. Donc on est dans une situation où dans cette course, le pôle, entre guillemets, civil du présidentiel perd des points et le pôle militaire en marque. Mais jusqu'à quand? Mais moi, j'ai juste envie de rajouter... Pardon. Mais en 2014, Hassan, on était déjà dans la même situation parce que tous les candidats potentiels pour la succession n'étaient pas... C'était difficile à les faire passer. On parlait d'Ouihia, il est impopulaire. On parle de Sellal, il est trop léger. C'est-à-dire tous les candidats potentiels à l'époque déjà, on leur trouvait déjà rapidement les limites, etc. Donc il n'y a pas de solution. On va au 4e mandat. On est dans la même logique. Moi j'ai juste envie de rajouter, il y a la compétition. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un équilibre de la terreur. En l'absence de l'arbitrage classique au sein du régime, on est dans un équilibre de la terreur. Gaël Salah a besoin de s'attaquer à tous ces gens qu'on présentait comme étant ceux qui incarnaient le pouvoir d'un DRS tentaculaire, puissant, qui est allé jusqu'à devenir une police politique qui a fait trop de mal à beaucoup de cadres, à beaucoup de militants. Je pense, après le temps en tout cas nous le dira, jusqu'à quand Gaël Salah restera là-bas. Bouteflika, on le maintient en vie, il a le bouton nucléaire. Après avoir fini le sale boulot, c'est ça la nature du système, justement, ça a toujours fonctionné de cette manière. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Qui va remporter cette nouvelle bataille? C'est-à-dire la différence près, c'est que est-ce qu'on envisage Bouteflika se succédant à lui-même? Non. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, on est dans l'après Bouteflika et c'est ça qui fait l'âpreté des batailles et qui fait que les inquiétudes, je sais pas, les gens, la sortie des 19, à mon avis, a suscité une sorte d'angoisse terrible chez Gaël Salah et la présidence sur la capacité du DRS à empêcher la mise en place de leur propre jeu. C'est une question. Bon, voilà. Bon, alors on va s'arrêter là-dessus. On va prendre une petite pause. À tout de suite. Restez avec nous. On revient tout de suite. Alors, vas-y Hassan, vas-y, c'est reparti. Saïd. Bien. Descendons des hauteurs du Tagara à Zirut Youssef. Voilà. Alors allons à Zirut Youssef. Qu'est-ce qui se passe à Zirut Youssef? La guéguerre qui se prolonge entre... Les hauteurs du Tagara, tout le monde ne sait pas que c'est le siège du ministère de la Défense. C'est un langage codé. Hein. Tu crois? Tout le monde. J'espère que tout le monde ne le sait pas. C'est le langage des années 70. Mais c'est tout le monde qui sait. Bon. Le ministère de la Défense, non? À l'Assemblée, il s'en est passé des choses, et cette guéguerre qui se prolonge entre le parti de travail, entre Louis Ahnoun et Saïd Hanni, le secrétaire général du FLN. Alors là encore, il y a un prolongement qui dénote de quoi, Saïd? Puisque c'est toi qui reprends la parole. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une opposition qui s'est rassemblée au niveau de l'APR. Il y avait, sur le même positionnement de rejet de la loi de finances, il y avait aussi bien le FFS que le Parti des travailleurs, que les islamistes. Donc, c'est un peu une jonction qui n'arrive pas à se mettre en place depuis très longtemps, qui s'est mise sur une question concrète, celle de la loi de finances. C'est moi j'ajouterais, et c'est peut-être là, ils n'ont pas tort, les gens du PT, de dire que même les députés du FLN, une partie, a voté sous la contrainte, sous la pression de Ammar Saadani. Et donc, dit qu'ils ont été terrorisés par je sais pas, mais bon, j'imagine que les pressions étaient assez fortes. Et c'est très intéressant qu'il y ait une contestation dans un Parlement où, jusqu'à présent, malgré les efforts, il n'est pas un lieu
de débat politique, ni de pouvoir, ce qui devrait être. C'est-à-dire, c'est une des questions fondamentales pour l'avenir, c'est que de restituer à l'Assemblée nationale un pouvoir qu'elle a perdu, qu'elle n'a jamais eu, qu'elle aurait dû avoir, et il s'est exprimé de manière négative par le rejet, par une sorte de foire d'empoigne au niveau de la science, mais c'est très intéressant qu'il ait eu lieu. Tu y vois une démocratie, vous y voyez comme non, c'est pas une démocratie républicaine. Non, ce n'est pas. Même ceux qui ont contesté à l'APN ne disent pas que c'est de la démocratie, mais c'est un rappel normal de dire que normalement c'est ici que ça se passe. Ça ne passe pas ailleurs, pas dans l'État Garin ou ailleurs. Ça se passe normalement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le lieu par excellence du débat politique qu'on n'arrive pas à avoir. Non, mais moi, ce que je retiens de cette semaine un peu houleuse à l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement n'est pas apparu comme un bloc soudé, uni pour défendre la loi de finances. On a observé Sellel en retrait. On a laissé le ministre des Finances, qui est un peu le technicien du gouvernement, alors que la loi de finances est un projet politique qui engage un peu le pays au moins sur une année. Et pour continuer un peu dans ce que dit Saïd, c'est qu'à la faveur de cette loi de finances, on a décisé l'Assemblée aussi d'un pouvoir. C'est l'article 71 qui donne la possibilité au ministre des Finances d'agir durant l'exercice budgétaire sans revenir à l'Assemblée nationale au motif que l'état d'urgence économique et sociale devait permettre au gouvernement d'intervenir pour des réajustements, pour. On va revenir sur ces textes parce qu'il y en a à peu près deux qui sont intéressants. Je vois Hassan fait une grimace. Je ne dis pas qu'il y a des divergences au sein du gouvernement à propos de la loi de finances. C'est pas, je voulais en savoir plus. C'était pas une grimace. Je me posais la question. C'est que il n'a pas été lâché quand même. Il n'a pas été lâché, mais en tout cas, on n'a pas entendu le Premier ministre c'est son rôle. Une loi de finances, c'est le ministre de la finance, des finances. Alors, est-ce que Ben Khalfa peut être lâché avec le gouvernement aujourd'hui? C'est lui qui l'incarne et c'est lui, à la limite, qui va tout prendre et qui prend tout. Est-ce que justement le ministre des Finances, en tout cas, il apparaît comme tel aujourd'hui? Est-ce que le ministre des Finances aujourd'hui, tout seul, peut prendre? Il n'a pas été lâché. Le gouvernement a envoyé Saïd Hanif mettre de l'ordre à l'Assemblée, enfin le gouvernement, le pouvoir. Pour faire passer une loi qui était tout à fait nécessaire. Donc de ce point de vue-là, on peut peut-être reprocher au gouvernement de ne pas avoir été plus homogène et plus enthousiaste dans la défense de son projet de loi. Voilà. Mais bon, moi c'est pas sur ça que je voulais m'attarder parce que c'est quand même passé. Hein. Donc voilà. On l'avait dit ici au forceps et en ne respectant pas les dispositions légales réglementaires de l'Assemblée nationale avec cette ce fameux changement de 2 articles de loi qui ne figuraient pas dans le projet préliminaire et qui ont été réintroduits nuitamment, etc. Bien sûr. Donc, le forcing a été fait, de ce point de vue-là. Moi, pour interpréter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a 2 manières de lire ça. Il y a une manière, dans le style d'un de nos amis, de dire, bof, cette Assemblée-là, elle a accepté 18 ou 19 ordonnances législatives présidentielles qui ont fait passer des lois y compris des lois de finances complémentaires, sans que l'Assemblée ne s'en offusque. Cette Assemblée a accepté que le gouvernement triture, entre guillemets, le fonds de régulation des recettes, et le gouvernement le fait toujours, sans réagir. Donc on aurait du mal à s'enthousiasmer pour cet article 71 sur lequel on peut discuter techniquement. Il y a cette manière de dire, donc voilà, c'est pas important. De toute façon, cette assemblée a tout accepté et celle qui l'a précédée aussi, et des choses bien plus graves du point de vue des prérogatives du Parlement. Et il y a une autre manière, c'est celle que propose Saïd, à laquelle j'adhère complètement. Moi, j'ai trouvé enthousiasmant ce qui s'est passé parce que je considère que c'est une résurrection du politique. Cette semaine, les Algériens se sont rendus compte que des députés qui ne veulent pas donner leur voix, ça peut changer le cours d'une politique publique. Ça peut changer le cours de leur vie à eux. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Mais c'est pas ce qui est arrivé, mais c'est là que ça s'est joué. C'est là que ça s'est joué, et ça veut dire que demain, ces élus-là ont réfléchi à la prochaine élection
en se disant que je veux pas devenir impopulaire, donc moi je vais pas voter une augmentation du carburant ou du prix de l'électricité. Et on est en train de sortir de la crise politique dans le sérail pour aller de proche en proche vers l'Assemblée, qui est le relais, qui est l'interface avec l'opinion et la population. D'ailleurs, et le contre-coup a été rapide. On s'est retrouvé tout de suite à Ruiba avec une sortie des travailleurs dans la manifestation des travailleurs. Donc voilà, il se passe quelque chose d'intéressant et qui va sans doute s'accélérer dans les prochains mois. Oui, je trouve plus important ce qui s'est passé à l'APN, parce qu'au sommet, de toute façon, le pouvoir nous a habitués, il trouvera toujours un moyen, une parade pour régler ces problèmes. Mais ce qui s'est passé à l'APN, maintenant, il y a une mutation quand même dans la politique économique du pays. La loi de finances, cette nouvelle loi de finances marque quand même un tournant. C'est le retour à l'ouverture du capital des entreprises publiques, c'est le retour libéralisation. Voilà, parce que c'est la politique qu'on a pratiquement arrêtée durant toute la décennie 2000, parce qu'il y avait de l'argent, l'État s'est recentré, l'État a récupéré pratiquement toutes ses prérogatives sur la vie économique du pays. Maintenant, c'est la chute des prix du pétrole, il n'y a plus de recettes. C'est rebelote. On retourne au libéralisme. C'est ce qui a poussé peut-être, moi je pense, c'est ce qui a poussé beaucoup plus les députés à se démarquer. Parce qu'en Algérie, il y a toujours des lignes rouges que tout le monde refuse quand même de et celles qui sont liées aux subventions, tout ça, on fait partie. En fait, pour revenir à une question fondamentale, c'est-à-dire, on en a débattu la semaine dernière ici avec Hassan Hattouche, sur les questions économiques, les mutations. C'est-à-dire, on peut être d'accord, par exemple, tout le monde peut être d'accord que le prix du carburant en Algérie est absurde. C'est clair. Le problème, c'est comment organiser ça. Et aujourd'hui, en Algérie, vous avez des gens qui disent, que ce soit au plan politique ou au plan économique, il faut organiser un nouveau consensus pour sortir d'une situation que le régime a lui-même encouragé, encristé, etc. Et c'est ça la question. Aujourd'hui, quand on veut changer de cap économique, tant mieux, il faut le faire, mais il faut négocier avec les gens. Il faut aller vers un... Alors la question, est-ce que Ben Khalfa, lui seul, parce qu'on l'a vu, on l'a encore entendu à la chaîne 3, il est passé, il a donné des détails, les subventions c'est fini, même sur l'huile, même sur ça va venir, on y est, l'huile, le sucre, tous ces produits de base, on va y aller. Alors, est-ce que le ministre des Finances tout seul peut passer ce cap? C'est vraiment la question que l'on se pose. C'est pas le ministre des Finances, je pense qu'on a l'impression qu'il n'y a que lui qui sait aujourd'hui, c'est lui qui est venu jouer ce rôle aujourd'hui, c'est lui qu'on met en avant. Ben Khalfa, on le connaissait avant à la BEF, c'est le même Ben Khalfa aujourd'hui. Donc si on a ramené Ben Khalfa, c'est uniquement pour faire passer, ces amendements. Il y a un commentaire à faire quand même sur Ben Khalfa qui assume aujourd'hui le tournant de la rigueur. C'est ça. Et on l'a suivi cette semaine à travers ses interventions. Il donne comme l'impression de quelqu'un qui dit au peuple algérien, mais vous gaspillez trop. Et il s'est rejoint donneur de leçons. Qui appelle au patriotisme. Il n'a pas le courage de dire que ce sont toutes les politiques menées jusque-là par les différents gouvernements qui ont engendré cette situation, que le populisme est du côté des gouvernements successifs, on a vu comment la rente pétrolière, dans quoi elle a été dépensée, pas dans le développement d'une économie sérieuse, productrice, créatrice de richesse, mais une répartition un petit peu élargie de la rente. Et moi, j'ai envie de lui dire, Chiche ait le courage d'y aller jusqu'à supprimer le ministère des Moudjahidines qui bouffe un budget énorme, et le courage de réduire drastiquement le budget de la défense si on veut gagner de l'argent, si on veut de l'austérité. Je voudrais faire quand même une nuance dans ce qu'a dit Mohamed. C'est pas le virage vers une politique libérale qui est en train de s'entamer. C'est pas un changement de cap politique. Il y a des gouvernements extrêmement libéraux, le gouvernement du Canada, sous Harper des conservateurs. Il a fait une politique d'austérité, de réduction des dépenses publiques. Mais sur le plan économique, c'est un gouvernement libéral, c'est-à-dire qui ne conçoit pas que l'État
s'insinue dans la sphère économique au-delà d'une certaine limite. Donc, de ce point de vue-là, je voudrais dire quelque chose de peut-être un peu provoquant. Le gouvernement algérien, de mon point de vue, est plus Ben Khelfa est plus en mesure de faire passer des mesures de rigueur économique et d'austérité, d'économie des dépenses, que des mesures de libéralisation. Des mesures de libéralisation, ce seraient des mesures qui réduiraient le périmètre économique de l'État, qui est trop important, tout le monde est d'accord pour le dire, qui ouvriraient au secteur privé l'investissement dans des secteurs qui lui sont fermés. On en a recensé au moins 14, il y en a peut-être plus. Mais il a pas dit qu'il ne le ferait pas. Non. Il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas. C'est-à-dire que la réponse au contre-choc pétrolier, c'est moins de gaspillage de la ressource publique et plus de mobilisation de l'épargne privée, du capital privé pour... Voilà, c'est les marchés. C'est d'où la fameuse nécessité de diversifier. Sur ce premier volet, on sait faire. On sait faire, c'est des taxes. L'État, l'Ouatan ou je ne sais pas quel journal a titré en pleine une, l'État taxe les ménages. C'est facile. C'est captif, c'est facile. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais ça n'a jamais été le volet le plus difficile. Il y aura des protestations, etc. Mais c'est facile à mettre en œuvre. Par contre, mettre en œuvre une politique qui permet de mobiliser d'autres ressources et d'employer d'autres ressources pour créer de la valeur, le gouvernement ne sait pas faire. Un, ne sait pas le faire. Deux, il a un obstacle politique. On revient aux politiques. Quand il s'agit d'ouvrir, on ouvre en faveur de qui? On ouvre pour le courant Haddad, on ouvre pour le courant Arab, on ouvre pour quel courant? Alors, justement. Je ne parle pas de changement de cap stratégique, je parle justement de changement de cap. Dans ce sens, on est dans la logique, on a toujours été dans la logique de prédation. On a liquidé les entreprises publiques, on a bien quand même façonné une loi en 1981 pour la cession des biens de l'État. Le gouvernement algérien a toujours été dans la logique de prédation et non pas dans la logique de libéralisation. Ce n'est pas du tout leur souci. La mesure spectaculaire, courageuse que tu réclames, c'est oui, bien sûr réduire le budget de la défense qui est injustifié, le ministère des Moudjahidines qui est injustifié, etc. On est d'accord. Mais la grande mesure, ce serait de dissoudre le CNI, le Conseil national de l'investissement, qui choisit qui a le droit d'investir et qui n'a pas le droit d'investir. Je suis sur un dossier actuellement. Je suis sur un dossier sur la politique de logement en Algérie. J'ai interviewé pas mal d'ex-responsables, parmi eux il y a Ahmed Ben Bitour. Il me dit, c'est tout le monde qui dit que c'est à cause du FMI qu'on a eu toutes les dissolutions d'entreprises, etc. Mais Ben Bitour te dit, le FMI ne nous a jamais demandé de dissoudre les entreprises. C'était notre politique. C'était pas la politique du FMI. Hier, j'ai fait le tour pratiquement de toute la zone industrielle de Oued Semar pour essayer de trouver une des entreprises rescapées des anciennes entreprises de bâtiments publics. Il y en a plus. Aucune. Il n'y a que des sociétés d'import-export là-bas. Alors ça me permet d'enchaîner, excuse-moi Hassan. Je voudrais quand même vous faire rebondir sur cet article, je crois que c'est le 66, sur la libération, sur l'ouverture du capital des entreprises publiques. Ce n'est ni de la démagogie, ni du populisme que de se demander quelles sont les motivations d'un texte de loi comme celui-ci et qui aujourd'hui pourrait investir. Voilà, allons-y petit à petit. C'est bien. C'est pas bien. Est-ce qu'on était obligé de passer par là pour essayer de récupérer ça a déjà commencé bien avant la loi de finances. Il y a des entreprises publiques. Même si ça concerne une entreprise nationale, il y a des entreprises publiques qu'on a fermées au motif qu'elles ne trouvent pas de marché, qu'il n'y a plus de marché. Mais à côté, on a mis en place tout de suite des entreprises privées à la place de ces entreprises publiques et on leur a trouvé rapidement des marchés. Des entreprises étrangères. Moi, ce que j'appelle le relais local du capitalisme international. Alors j'allais dire, même si on précise qu'il s'agit d'un texte qui va concerner, ou là une ouverture qui va concerner les entreprises nationales, c'est intéressant. Tu disais qui va pouvoir en profiter. Est-ce que c'est Rebrab? Est-ce que c'est la grande question? Même s'il faut passer par le conseil de participation de l'État, enfin il y a des garde-fous comme ça qui sont mis en place, mais ça nous empêche pas de nous interroger. Qui aujourd'hui est en mesure d'investir dans les entreprises publiques et de ramener de l'argent et de pouvoir l'injecter? J'ai trouvé très intéressante l'intervention du ministre des Finances qui appelait en même temps les gens à récupérer ou à ramener leur argent à l'étranger, placé à l'étranger, en disant attention, dans les pays étrangers aujourd'hui, le secret bancaire, ça n'existe plus, on va vous fermer vos comptes et cet argent vous allez le perdre, venez, ramenez-le, investissez-le peut-être demain dans des entreprises publiques. Est-ce que cette démarche est légale? Il y a plein de questions en même temps qui se posent.
créer de bons produits. C'est une bonne démarche, effectivement, de lancer cet appel. Mais il faut créer des produits qui permettent, voilà, c'est basique. Il faut créer des produits attractifs. Il faut créer, la bourse d'ingé n'a pas décollé. Il faut relancer le programme des levées de fonds par titre obligataire, là, les emprunts obligataires, publics ou d'entreprises publiques garanties par l'État ou pas. Il faut être actif sur la place financière d'Alger pour capter cet argent. Mais il peut pas se contenter d'appeler avec les taux de dépôt du CPA, c'est ma banque donc je me permets de la citer, à 2%, qui est 7 ou 5 points en dessous de l'inflation. Je parle de la rémunération des dépôts. Oui. C'est pas possible d'attirer les fonds de ce point de vue-là. Donc il faut mettre en place la politique qui permet d'inclure ces flux financiers. Et moi, j'ajouterais une donnée plus politique. Hein. On vient de publier une info qu'on a prise sur El Khabar. Il y a une enquête qui a été déclenchée au pôle spécialisé d'Oran, où il aurait eu la Sorfert, hein, l'associé de Sonatrach, aurait fait transférer de manière illicite quelque chose comme 300 millions de dollars, ce qui est énorme. Et ce qui est intéressant, moi, ça nous a permis de revenir un peu en arrière, l'histoire de Sawiris. La loi de finances complémentaire de 2009, c'était quoi? Il faut faire des propositions pour aller chercher l'argent ailleurs. Mais est-ce qu'il y a cette prise de conscience au niveau du gouvernement? C'est la question sur le Khalfa, oui. Il y a même une stratégie à long terme. Tu oublies qu'on est dans un pays où les préalables d'un type de débat pareil ne sont pas réunis. Oui. Et il n'y a pas, le champ politique est miné. C'est pour ça que on pourra jamais séparer toutes ces questions de l'enjeu politique. Pour pouvoir changer dans l'économie, il faut aussi attaquer au système politique. Il faut aller vers l'état de droit. Ça se négocie dans l'état de droit. Même le partage du fardeau se négocie de manière... Dommage que Hassan Hafiz ne soit pas ici. Hassan Hafiz pense que les pays qui ont fait les meilleurs taux de croissance les ont fait sous des régimes soit dictatoriaux, soit autoritaires. Et je pense que l'état de droit ralentit la croissance. Il oublie qu'on est dans un état autoritaire depuis 62, que notre performance est éloquente. Et surtout... Vous mettez mal à l'aise, il n'est pas là pour vous répondre. Oui, on est très lâche aujourd'hui. On attaque les absents. On fait qu'attaquer les absents. Pour enchaîner, il était normal d'avoir ce débat quand on voit le secrétaire général du FLN et sa violence contre ceux qui se sont opposés justement à l'Assemblée nationale, contre l'opposition parlementaire. On a vu comment il s'est attaqué à la secrétaire générale du Parti des travailleurs. C'est ahurissant. On se demande même s'il le fait pour Bouteflika ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Bon, je vous avais posé une question un petit peu économique, parce que j'avais des spécialistes ici, notamment en économie. Une seule petite question. Vous m'avez pas répondu. Hissène, j'aimerais bien que tu me dises, par rapport aux entreprises publiques, qui aujourd'hui peut investir prendre des parts ou du capital des entreprises publiques? Il y a plein d'acteurs. À part Brab, qui peut le faire? Non, ça dépend des niveaux. La bourse d'Alger. Pourquoi moi demain, si Mobilis ouvre son capital à la bourse d'Alger, je veux bien regarder les comptes Mobilis. Je peux, au lieu de laisser 50 000 dinars sur mon compte CPA que je vais encore citer, je vais les acheter en titre Mobilis. Voilà. C'est de l'épargne publique, c'est de l'épargne privée qui va être mobilisée pour créer de la valeur. Il n'y a pas que les grands investisseurs, il y a l'épargne populaire. Oui. On est obligé de passer par là? Dans un premier temps, on est obligé de passer par là. C'est une priorité, ce qui n'était pas envisageable du tout il y a quelques années. Aujourd'hui, devient une priorité. Les bénéficiaires seraient les acteurs du forum du FCE. Qui étaient en difficulté. Les entreprises publiques qui étaient en difficulté. Elles ont toutes été liquidées. Les privés ont récupéré uniquement l'immobilier. Ils ont récupéré les terrains, vous n'avez qu'à voir les zones industrielles. Maintenant, les entreprises publiques florissantes. Pourquoi les privatiser? Elles sont là. Le privé algérien n'a pas montré depuis maintenant 20 ans qu'on est dans le processus de privatisation. Les entreprises publiques florissantes sont sur des monopoles, sont des sortes de monopoles. Le Mobilis n'a pas de monopole. Oui. Mobilis a été détruite pour libérer le champ au privé étranger en plus. Elle s'est relancée quand même. Pourquoi aujourd'hui vouloir la brader ou l'ouverture du capital, c'est pas une privatisation. Moi, je vais aller plus loin. L'ouverture du capital de Sonatrach, ferait beaucoup de bien au management de Sonatrach. L'ouverture du capital qui permet aux actionnaires de suivre le conseil d'administration, de savoir ce qui se passe, de ne pas faire en sorte que le DG de Sonatrach reçoive ses ordres de M. Bouchouerb
au lieu de ces actionnaires, ça pose des propriétés. Voilà, moi je pense que c'est une forme de régulation qui est plus correcte. Oui, on a deux avis différents. Oui, il dit que c'est un problème de gestion, pas autre chose, et toi tu dis le contraire. Bon, c'est intéressant. Je suis désolée de vous avoir quand même balancé là-dessus à la fin de l'émission. C'est encore de ma faute, mais je peux pas. C'est plus fort que moi. À la semaine prochaine. Merci.